Oui, madame. Le sang, madame. Pardon? واش كتبان لكم لا ديابوزيتيف تاع Oui, madame. Alors, comme nous avons vu hier, nous avons vu trois formations et, comme j'ai déjà dit, la germination. Alors ça, je l'ai déjà expliqué dans l'autre chapitre, dans le premier chapitre au développement des plantes. J'ai expliqué, on va voir les 3 phases de croissance et de développement des plantes et à chaque fois, on va voir les conditions externes et les conditions internes. Les conditions internes, c'est tout ce qui a une relation avec les hormones. Les conditions externes, c'est les conditions de l'environnement, la disponibilité de l'eau, la température, l'oxygène et la lumière. Est-ce que c'est clair? Alors, tout d'abord, je vais commencer par la définition d'une graine. Alors, ce qu'on appelle graine, dans le langage courant, n'est pas toujours une graine au sens botanique du terme. Ce qu'on appelle graine, par exemple, c'est quoi la véritable graine? La véritable graine, elle provient exclusivement de l'évolution de l'ovule après fécondation, c'est-à-dire par une reproduction sexuée. On les appelle parfois semences sèches parce qu'elles sont généralement très fortement déshydratées quand ils sont libérés de la plante. Donnez-moi des exemples. Des graines sèches. Le maïs. Voilà, comme le maïs. Très bien. Alors, les autres organes de multiplication végétative par reproduction asexuée, on les appelle parfois semences aqueuses, qu'elles se trouvent riches en eau. Pourquoi? Alors, je vais donner ici un exemple pour éclaircir. Alors, vous avez des semences sèches, par exemple le fenugrec. Vous savez c'est quoi le fenugrec? Il y a la photo. J'ai mis ici une photo. Ah, il y a la fève, il y a le pois chiche. D'accord? Les semences aqueuses, exemple, l'ail, l'oignon et la pomme de terre. Comment vous cultivez la pomme de terre? Allez, dites-moi, comment vous cultivez la pomme de terre? On la met à l'intérieur du sol. Voilà, très bien. Est-ce que c'est une semence qui est sèche ou bien une semence aqueuse? Aqueuse. Semence aqueuse. Voilà. Aqueuse. Donc, il est issu, très bien. Donc, il est issu de la reproduction asexuée. Est-ce que c'est clair? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle représente, la pomme de terre? Du stockage. Oui, c'est un organe de stockage. C'est un organe de réserve, c'est le fruit. Mais pour l'appareil végétatif, qu'est-ce qu'il représente? Feuilles, tiges et racines. Souterraine. Voilà, c'est une tige souterraine. Donc, la pomme de terre, ici, c'est une tige souterraine. Et on va avoir plusieurs pommes de terre suite à la culture de cette semence aqueuse.
Donc, est-ce que c'est une véritable graine? Allez-y, dites-moi, Salbé. Est-ce qu'on va l'appeler une véritable graine? Non. Non. Non, pourquoi? Parce qu'il n'est pas issu de la reproduction sexuée. Il est issu de la reproduction asexuée. Et de plus, elle n'est pas fortement déshydratée. Donc, une véritable graine, elle est fortement déshydratée. J'ai déposé ici un exemple. C'est l'exemple, par exemple, du pois chiche. Alors, le pois chiche, est-ce qu'il est hydraté ou bien il est fortement déshydraté? Bien sûr, il est fortement déshydraté et c'est une semence qu'on appelle une semence sèche. Elle est issue de la reproduction sexuée. La reproduction sexuée existe chez quel groupe de plantes? يلا قيسوها على العام اللي فات في الاس 3. Chez les angiospermes, Chez les angiospermes, quel est l'organe de reproduction? L'organe de la reproduction chez les L'antenne et la stigmate. c'est, voilà, en général, on dit la fleur. Donc, la fleur, c'est l'organe reproduction chez les angiospermes. Et les gymnospermes, c'est les cônes. Si vous l'avez vu l'année dernière. Donc, ici, vous avez des graines qui sont issues de la reproduction, sexuée. Est-ce que vous arrivez à voir la diapositive? La diapositive avec les photos, est-ce que vous arrivez à suivre? Oui, madame. Oui, madame. Voilà. Alors, dans la partie gauche, on voit des graines issues de la reproduction sexuée. Donc, ils sont fortement déshydratés. C'est clair? C'est ce qu'on appelle de véritables graines. À droite de la diapositive, c'est des graines, c'est ce qu'on appelle des graines issues de la reproduction asexuée. C'est pas de véritables graines. Alors, l'ensemble, on les appelle les semences. Donc, ici, on a des semences sèches, c'est les véritables graines, et les semences aqueuses. Est-ce que c'est clair? Alors, je reviens sur l'autre diapositive. La véritable graine provient exclusivement de l'évolution de l'ovule après fécondation, c'est-à-dire par reproduction sexuée. On les appelle parfois semences sèches parce qu'ils sont généralement très fortement déshydratés quand ils sont libérés de la plante. Par contre, les autres types de semences, c'est pas de véritables graines. Ils sont issus de la multiplication végétative, c'est-à-dire la reproduction asexuée. On les appelle semences aqueuses parce qu'ils sont riches en eau. C'est clair? Donc ici, c'est pour définir c'est quoi une graine et c'est pour différencier entre la notion graine et semence. Parce que vous entendez parler des semences et des graines. Donc, la différence entre graines et semences, semence, c'est un terme qui est général. C'est clair? Je me souviens là. oui, madame. Oui, madame. Voilà. Alors, voilà. Alors, semence, c'est un terme qui est général. D'accord? Graines et semences désignent la même chose. Mais semence, quand on dit semence, c'est un terme qui est général. D'accord? Mais quand on dit graine, c'est spécifique à la reproduction sexuée. C'est clair? Par contre, les semences, c'est général. C'est pour ceux qui sont issus de la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. Donc, j'enchaîne directement à la diapositive suivante. Alors, la graine est constituée de 3 éléments. L'embryon, les réserves localisées dans les cotylédons et les enveloppes qui protègent les embryons.
Alors ça, vous l'avez déjà vu l'année dernière, le cours S3, biologie végétale, la partie des cormophytes. D'accord? Donc, une graine, bien, je passe à notre diapositive pour expliquer davantage à l'aide de photos. Donc, une graine est constituée de 3 éléments. Il y a l'enveloppe qui entoure la graine, les cotylédons. Voilà les cotylédons. Alors, les cotylédons, c'est quoi le rôle de ces cotylédons? C'est... Allez-y. Allez-y. شنو هو le rôle ديال les cotylédons? L'enveloppe. C'est quoi le rôle des cotylédons? Vous avez les monocotylédons, des graines qui possèdent un seul cotylédon, et les dicotylédons, des graines qui possèdent 2 cotylédons. C'est quoi le rôle de ces cotylédons? C'est des organes? De réserve. Voilà, c'est des organes de réserve. Alors, vous avez l'enveloppe qu'on appelle le tégument, et vous avez 1 ou 2 cotylédons selon le groupe de graines. Est-ce que c'est des mono ou bien des dicotes? Et vous avez, entre les 2 cotylédons, il y a l'embryon. D'accord? Alors, la graine, quand il est libéré de la plante, elle est sous un état qui est sec. C'est des graines sèches. Une fois on les imbibe, ou bien on les trempe dans de l'eau, alors qu'est-ce qui va se passer? L'eau pénètre à l'intérieur de la graine et active la mobilisation des réserves dans les cotylédons. Une fois les réserves sont mobilisées, l'embryon va commencer la germination. Est-ce que c'est clair? Donc, Oui, madame. je reviens ici. La graine est constituée de 3 éléments. Il y a l'embryon, qui est une plante miniature. C'est lui qui germe et donne naissance à un nouvel individu. Donc, c'est l'embryon qui donne naissance à un nouvel individu, c'est-à-dire une nouvelle plante. Il peut être divisé en 3 parties. Donc, la jumule, qu'est-ce qu'il donne? Il donne les feuilles, la tigelle, il donne la tige, et la radicule qui donne les racines de la plante. Donc, une plante, l'appareil végétatif d'une plante est constitué de racines, tiges et feuilles. Et tout ça, il est issu de la germination de l'embryon. Alors, comment l'embryon, il peut germer? L'embryon, bien sûr, pour pouvoir germer, il a besoin de quoi? De l'énergie. Donc, cette énergie, elle est issue de la mobilisation des réserves contenues dans les cotylédons. C'est clair? Donc, nous avons l'embryon et les réserves localisées dans les cotylédons et l'enveloppe qui protège l'embryon, c'est ce qu'on appelle le tégument. Ça, c'est l'aspect général. Il y a de petites différences selon l'espèce. Donc, vous avez le tégument, voilà, nous l'avons vu hier. Le tégument, qu'est-ce que nous avons vu hier? Le rôle du tégument dans la... Qu'est-ce que nous avons vu? Le rôle du tégument. Dans la photo
graine. Ça veut dire quoi? Contient pas de l'eau. Oui, elle ne contient pas d'eau. Voilà. Mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'il va y Ça veut avoir... dire elle va être en longue vie. Voilà. C'est-à-dire que la graine ne va pas se transformer. Pour que la graine puisse se transformer, elle a besoin de l'eau. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait la déshydratation? Qu'est-ce qu'elle fait la déshydratation à la graine? Qu'est-ce qu'il lui confère? Il facilite la sortie de l'embryon. Il facilite la sortie de l'embryon. كرجع لنا les cotylédons humides. هذيك راه ليدغاتاسيون ماشي ديزيدغاتاسيون استاذ. Oui, je parle de la déshydratation. ديزيدغاتاسيون كتقل لنا لا لونغور دو طون دو لا pour les transformations. La conservation. شنو le temps là? Zatar. Une fois, cette plante est sèche. Est-ce qu'elle peut être conservée ou non? Oui. 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 Mais une fois la plante est hydratée, qu'est-ce qui se passe? Il ne peut plus être conservé. Elle doit revenir à l'état déshydraté. Parce que l'eau, c'est quoi le rôle de l'eau? C'est un catalyseur des réactions enzymatiques. Elle active les réactions enzymatiques. De plus, c'est quoi le rôle de l'eau? L'eau, elle active les micro-organismes. Donc, on va avoir une activité. Si on a une activité, donc la matière n'est plus conservée. Est-ce que c'est clair? Une activité, qui dit une activité, dit un changement. Donc, on va avoir un changement, donc on n'aura plus une activité. C'est clair? Donc, pour conserver les aliments et les graines et quelque chose qu'on veut conserver, qu'est-ce qu'on fait? On la déshydrate. Est-ce que c'est clair? Donc, l'eau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va activer les réactions enzymatiques. Alors, donc, on n'aura pas d'activité métabolique. Est-ce que vous êtes sur la diapositive de la vie ralentie? Oui. Donc, on a une très faible activité métabolique imposée. C'est quoi imposée? Je n'ai imposé. Alors, c'est quoi imposé? Empêcher. Non. Causer. Ah, donc. Donne La très ordre. faible... Bon, la très faible activité métabolique imposée par la déshydratation constitue la vie ralentie. Obligé. Impliqué. Obligé. Donc, les semences ont la propriété de rester souvent très longtemps à l'état de vie ralentie. D'accord? La vie ralentie n'est que la conséquence de la forte déshydratation. Une semence ne peut pas germer dans l'état de déshydratation où elle se trouve lorsqu'elle est libérée par la plante.
La déshydratation des semences entraîne obligatoirement une importante réduction de leur métabolisme. Donc, si on a une réduction du métabolisme, est-ce qu'il va y avoir un changement? Non. Je connais un changement. Non, parce que les réactions métaboliques sont inhibées, ils sont stoppés. Donc, rester vivantes très longtemps, les graines de blé. Est-ce que vous pouvez les conserver à la maison? Combien de temps vous pouvez les conserver? 2 ans. 2 ans et même plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont déshydratés. Une fois ces graines de blé sont hydratées, par exemple, vous les mettez dans de l'eau pendant 1 heure ou 2 heures. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils peuvent... Elle va germiner. Voilà, très bien. Donc, Ils vont germer. commencer à germer. Donc, s'ils commencent à germer, est-ce qu'on peut les conserver? Non. Non. Non, voilà. Donc, la vie ralentie, c'est-à-dire la capacité des graines de rester vivantes très longtemps. C'est clair? Donc, cette capacité, elle est due à quoi? Elle est due à la forte déshydratation. La forte déshydratation, qu'est-ce qu'elle entraîne? Elle entraîne une faible activité métabolique. Donc, la graine peut rester conservée pendant très longtemps. Alors, ici, vous avez des exemples. La vie ralentie des semences leur permet de résister aux conditions extrêmes du milieu. Ça veut dire quoi extrême? يلا سربيو. واش عارفين شنو هي extrême ou non? Conditions climatiques. Voilà. Donc, quand on dit extrême, vous avez dit, alors, quand j'ai posé la question, vous avez dit des conditions défavorables. Les conditions défavorables, c'est des conditions, bien sûr, qui ne sont pas favorables, mais ce n'est pas extrême. Quand on dit extrême, c'est-à-dire très défavorable. D'accord? يعني جات في la limite. Par exemple, les graines, ils peuvent être prolongés très longtemps dans l'azote liquide. Alors, l'azote liquide, c'est quoi la température de l'azote liquide? C'est moins 196 degrés. Est-ce que c'est des conditions défavorables ou bien des conditions extrêmes? Des conditions extrêmes. Extrême. Voilà. Donc, vous devez faire la différence entre conditions défavorables et conditions extrêmes. Par exemple, une plante qui peut vivre normale dans 12 degrés. Si on la dépose à 1 degré, ou bien moins 1 degré, ou bien moins 2, là, c'est des conditions qui sont défavorables. Mais si on la dépose dans moins 196 degrés, là, c'est les conditions extrêmes. Ou extrêmes, mais on ne dit pas extrême uniquement dans le sens négatif. On peut le dire même dans le sens positif. D'accord? Favorable, très favorable. Un goulot optimal, extrême. Extrême, mais toujours négatif. Alors, il se porte sans dommage des températures d'une centaine de degrés pendant quelques heures. Est-ce que la plante normale peut supporter des températures d'une centaine de degrés? D'accord? D'une centaine de degrés pendant quelques heures. Non. Par contre, les graines, ils peuvent supporter ces températures. Pourquoi? Parce qu'ils sont en vie ralentie. Alors, je fais la diapositive. La vie ralentie. Elle a 2 avantages. Le premier avantage, c'est résister aux conditions extrêmes du milieu. Le deuxième avantage,
c'est rester vivante très longtemps. Elle dit rester vivante très longtemps. Alors, vous avez l'exemple. Vous venez de citer l'exemple des graines de blé que vous pouvez conserver à la maison pendant 2 et 3 ans. Et même des graines d'haricots, des graines de pois chiches, des graines de vinaigrettes, vous pouvez les conserver à la maison pendant très longtemps, pendant des années. Alors, 15 ans, 3 à 15 ans et même 3 ans. Donc, le minimum, c'est 3 ans. Là, le deuxième avantage, c'est de résister aux conditions extrêmes du milieu. Est-ce que si vous trempez des graines dans l'azote liquide, moins 190 degrés, ils ne vont pas s'endommager. Pourquoi? Parce qu'ils sont en état de vie ralenti. Et même, ils peuvent supporter des températures qui sont très supérieures, d'une centaine de degrés pendant quelques heures. Et ils supportent un séjour très prolongé en anoxie complète. C'est quoi l'anoxie? L'anoxie, c'est l'absence de l'oxygène. D'accord? Par exemple, si vous déposez des graines, comme le pois chiche, d'accord? Vous avez des graines de pois chiche, le hummus, à la maison, et vous les déposez dans une bouteille ou là, un flacon, et vous fermez le flacon. Est-ce que les graines vont s'endommager ou non? Yalla, répondez. Non, non, pas. Ouais. Non, ils sont en anoxie complète et ils ne vont pas s'endommager. Vous avez l'exemple à la maison. Donc, puisque ces graines, qu'est-ce qui lui confère cette propriété? C'est le fait d'être en vie ralentie. Et c'est quoi la vie ralentie? C'est la forte déshydratation des graines. La forte déshydratation veut dire quoi? Veut dire arrêt des activités métaboliques. C'est clair? Alors, je vais continuer, comme ça vous allez comprendre davantage. Alors, c'est quoi la germination? La germination, on va la définir en 2 sens. Dans le sens agronomique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La germination pour l'agriculteur. La germination, c'est le passage de la semence inerte à la jeune plantule. Quand est-ce que l'agriculteur va constater qu'il y a eu une germination de ces graines? Quand il va observer la présence de la plantule entière. C'est clair? Mais de point de vue physiologique, la germination est un processus dont les limites sont le début de l'hydratation de la semence et tout le début de la croissance de la radicule. Donc, si la limite de l'hydratation de la semence, par exemple, vous avez une semence de pois chiche que vous allez mettre dans de l'eau, vous allez tremper dans de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va pénétrer à l'intérieur de la graine et il va activer la mobilisation des réserves contenues dans les cotylédons. Ces réserves vont servir comme source d'énergie pour l'embryon. L'embryon va commencer la germination. Qu'est-ce qu'il va donner dans un premier temps? Il va donner la radicule. Donc, le tout début de la croissance de la radicule, de point de vue physiologique, c'est la limite entre l'hydratation, le moment où vous avez appliqué de l'eau, et le moment que l'embryon va commencer sa croissance. Au point de vue physiologique, c'est ça la germination. Mais de point de vue agronomique, c'est le passage de la semence inerte
inerte, inerte, inerte veut dire inerte, يعني ما مقيوساش. Inerte. Activé. Inactivé à la jaune plantule. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris la différence de la définition de la germination de point de vue agronomique et de point de vue physiologique? Oui. Donc, je passe. Les phases de la germination. Bien sûr. Alors, les phases de la germination, vous avez 3 phases. La phase d'imbibition, c'est quoi l'imbibition? C'est l'apport de l'eau. C'est clair? C'est quand on dépose la graine en contact avec de l'eau. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la phase d'imbibition. Il y a la deuxième phase, c'est l'activité respiratoire. Qui dit les activités respiratoires dit la production d'ATP. D'accord? La troisième phase, c'est la mobilisation des réserves. C'est clair? Donc, j'explique la mobilisation des réserves. Alors, la mobilisation des réserves. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la première phase de la germination, comme nous avons dit, l'imbibition. Nous avons déjà cité l'imbibition. Alors, l'imbibition, c'est ici. Est-ce que vous arrivez à voir la diapositive? Oui. Voilà. Alors, où est-ce que je mets le curseur? Qu'est-ce que tu fais? Oui, madame. Oui, madame. Alors, voilà. Ici, water acts on gibberellines. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire l'eau, il agit sur les gibberellines. C'est quoi les gibberellines? C'est des hormones végétales. D'accord? Alors, l'eau va agir sur les gibberellines. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, les gibberellines, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, une fois, la première, comme nous avons dit, la première phase de germination, c'est l'imbibition. Donc, on va mettre la graine en contact avec de l'eau. Une fois on met la graine en contact avec de l'eau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va activer la synthèse des hormones qu'on appelle les gibberellines. Une fois ces hormones sont synthétisées, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont induire la production de l'alpha-amylase au niveau de la couche d'aleuron. Alors, la membrane, nous avons la couche d'aleuron. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les gibberellines vont activer la production de l'alpha-amylase au niveau de la couche d'aleuron. Ces hormones, les gibberellines, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les gibberellines, ils vont activer la mobilisation des réserves. C'est clair? Donc, ils vont activer l'alpha-amylase. L'alpha-amylase, c'est une enzyme. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dégrade l'amidon. Alors, je crois que vous avez déjà vu l'amidon l'année dernière, la biochimie structurelle. C'est quoi l'amidon? C'est quoi l'amidon? Réserve. Oui, c'est un Polymère de réserve. glucose. énergétique. Un glucide. C'est quoi la nature chimique? قريتكم البارح la nature chimique. إلا سولكم الواحد c'est quoi la nature chimique? C'est quoi la Un nature sucre. C'est un sucre. Glucides complexes. Très bien. Sucre. Complexe. Voilà, c'est des sucres complexes. Est-ce que la graine, l'embryon peut utiliser l'amidon sous sa forme complexe? Non. 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 Donc, qu'est-ce qu'il doit y avoir? La dégradation de cet amidon.
Une fois l'amidon est dégradé, qu'est-ce qu'il va nous donner? Sucre simple. Le glucose. Très bien. Le glucose. Glucose, Le sucre. glucose. Donc, est-ce que l'on peut utiliser ce glucose pour la production de l'ATP, pour sa germination? يلا عزيزي بالسربة. Oui. Oui. Voilà, très bien. Donc, voilà. Alors, donc, les phases de germination. Il y a 3 phases de germination. La première, c'est l'imbibition. C'est quoi l'imbibition? C'est-à-dire, on va mettre la graine en dos, d'accord? La deuxième phase, c'est les activités respiratoires. Et la phase des réserves. Donc, la première phase, comme vous voyez ici, water acts on gibberellines. Donc, l'eau, il va agir sur la production des gibberellines. C'est quoi les gibberellines? C'est une hormone végétale. Une fois cette gibberelline est produite, qu'est-ce qu'elle va faire? Il va induire la production d'une enzyme. C'est quoi cette enzyme? C'est l'alpha-amylase au niveau de la couche d'aleuron. Une fois cette enzyme, l'alpha-amylase est produite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mobiliser les réserves amylacées contenues dans les cotylédons. C'est quoi ces réserves amylacées? C'est l'amidon. Amylase, on dit amylase parce qu'il dégrade l'amidon. Donc, l'amidon contenu dans les cotylédons, il va être dégradé par les gibberellines en sucre simple pour que l'embryon puisse utiliser ces sucres simples pour la production de l'ATP nécessaire à sa croissance. Donc, une fois l'embryon va commencer sa germination, alors c'est ça la définition de la germination de point de vue physiologique. Est-ce que c'est clair? Oui. 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 Vous pouvez poser des questions. Alors, je reviens sur cette diapositive. Nous avons la germination, la phase d'imbibition, une absorption très quelques heures permet l'hydratation des tissus. Et alors, vous les expérimentez dans la vie quotidienne. Une fois vous mettez des graines d'haricots, de pois chiches, la lentille dans de l'eau, donc hydratation des tissus. Donc, une fois les tissus sont hydratés, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un gonflement de la graine. Vous pouvez le voir quand vous mettez des graines de pois chiches dans de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Les graines, qu'est-ce qu'ils prennent? Le gonfler. Ils prennent du poids. Ils sont gonflés. Ils augmentent de volume. Ce qui génère une forte pression. C'est la pression d'imbibition induisant la rupture des téguments et l'émergence de l'embryon. D'accord? Après, nous avons les activités respiratoires des squelettes carbonés et de l'ATP nécessaire au développement de l'embryon et la mobilisation des réserves. Est-ce que c'est clair? Donc, la mobilisation des réserves amylacées, par exemple le B, c'est par l'alpha blé. Pourquoi nous avons donné ça? Problème de sang, madame. اعطينا هنايا l'exemple le blé. Pardon, j'ai pas bien entendu. Non? Ah, problème de sang. Pourquoi nous avons donné ici comme exemple le blé? Pourquoi? Il
contient Le de... blé, il contient les réserves amylacées. Parce que le Contient blé quoi, madame? contient les réserves amylacées. Les réserves amylacées, l'amidon. D'accord. شنو كاين في الخبز؟ النشا، l'amidon. L'amidon. Voilà. Le sucre contenu dans le blé. C'est le sucre lipidique, par exemple le raisin, qui se trouve sous forme de triglycérides dans les oléoducs. تحت معرف. Est-ce que vous avez compris le... Mhm. Dans les triglycérides, on a des liaisons ester et Ce les paragraphe estérases. veut dire que les réserves diffèrent d'une plante à l'autre. Les réserves peuvent être soit des sucres, ou bien des protéines, ou bien des lipides. Donc, dans le blé, qu'est-ce que nous avons? Des réserves qui sont de Amylacées. nature glucidique. Voilà, amylacées, c'est-à-dire qu'ils sont de nature glucidique. C'est des sucres. Par contre, dans le raisin, donc les réserves, ils sont de nature lipidique. D'accord? Ils se trouvent sous forme triglycérides. Dans le blé, ils sont de nature glucidique, ils se trouvent sous forme amidon. Par contre, ils se trouvent sous forme triglycérides. Est-ce que les triglycérides vont être libérés par l'alpha-amylase? Non, ils ont besoin des estérases, des enzymes qui vont... Les triglycérides, ils sont constitués de quoi? D'acide amine, d'acide gras. D'accord? Donc, ils vont des estérases qui vont libérer des acides gras qui vont servir comme source d'énergie pour l'embryon. Oui. Oui, madame. Donc, la nature des réserves contenues dans les cotylédons, ils diffèrent. Ils peuvent être soit des sucres, ou bien des protéines, ou bien des lipides. D'accord? Ça dépend de l'espèce. Par exemple, dans le blé, l'eau, il va activer les gibérellines. Les gibérellines vont activer l'alpha-amylase. Pourquoi? Parce que les réserves sont sous forme glucidique. C'est l'amidon. C'est clair? Donc, l'amidon, il va être dégradé par l'alpha-amylase en plusieurs sucres. Ces sucres vont servir comme source d'énergie pour l'embryon. Concernant, est-ce que le cours est enregistré? J'ai le cours. Oui, madame. D'accord. Donc, essayez de prendre des notes. D'accord? Alors, si les cotylédons contiennent des réserves de nature lipidique, par exemple le raisin, alors ces réserves se trouvent sous forme triglycérides
Donc, on aura besoin des estérases, des enzymes qu'on appelle des estérases, et non pas l'alpha-amylase. Ces estérases, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dégrader ces triglycérides pour donner des acides gras. Ces acides gras, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont servir comme source d'énergie pour la germination de l'embryon. Comme ça. Oui, madame. Oui. Voilà. Alors, je passe. Remarque, tant que la radicule ne s'est pas allongée, la semence peut être déshydratée sans dommage. Mais si la croissance a commencé, la déshydratation entraîne très généralement la mort de la semence. Le début de la croissance de la radicule marque donc le passage d'un état physiologique réversible à un état physiologique irréversible. Alors, quelqu'un qui peut expliquer cette remarque? Je crois que c'est la présence de l'eau, il est très important pour continuer le développement de l'os pour arriver à la plantule complète. Oui, La déshydratation se fait quand la radicule ne s'est pas allongée. voilà. Quand la partie... Si vous déposez des graines de pois chiches, si vous déposez donc des graines de pois chiches dans de l'eau, d'accord? Après juste quelques minutes, vous les enlevez. Ils sont par la suite déshydratés. Est-ce qu'ils vont être conservés ou bien on va avoir la mort de la semence? Elle va conserver. La mort de la La mort. semence. Elle est réversible. Non, ils vont être conservés. Ils vont être conservés. C'est un état qui est réversible. Par exemple, vous avez des semences de pois chiches. Vous les lavez par de l'eau, et vous les mettez pour qu'ils soient séchés. Le blé. Est-ce qu'il peut être conservé ou non? Oui. Oui. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? La Parce que radicule le ne... processus de germination, voilà très bien. Parce que le processus de germination de l'embryon n'a pas encore commencé. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer. Si la croissance n'a pas commencé, la déshydratation peut être faite sans dommage. Donc, vous pouvez conserver ces graines. Mais une fois la croissance est commencée, si vous avez des graines de pois chiches que vous avez déposées dans de l'eau et vous allez observer pendant quelques heures le début de la croissance de la radicule. Une fois vous déshydratez ces semences, est-ce que vous allez les conserver? Est-ce qu'ils peuvent être conservés? Ou bien cette hydration va entraîner la mort de la semence? La mort. La mort de la semence. Voilà, très bien. Donc, le début de la croissance de la radicule marque donc le passage d'un état physiologique réversible à ce n'est réversible. Oui. Voilà. Oui. D'un Oui. état de vie réversible à un état de vie irréversible. Donc, je passe directement à la diapositive suivante. Les semences ont la propriété de rester souvent très longtemps. Je crois, Norchette. Voilà. هنا la remarque.
le processus de la floraison. Par la suite, on va voir les conditions internes et externes les conditions de germination. On va voir les conditions externes et les conditions internes. Les conditions externes, c'est l'eau, la température, l'oxygène et la lumière. Et les conditions internes constituent les conditions internes de la graine, c'est la dormance et la photosensibilité des graines. D'accord? Alors, l'eau, la température, l'oxygène et la lumière. Donc, l'eau liquide, un excès d'eau, qu'est-ce que un excès? Quand on dit un excès, veut dire quoi? Une quantité suffisante. Veut dire une quantité Très suffisant. suffisante. Voilà. Voilà. Alors, un excès, c'est-à-dire qui dépasse la quantité suffisante. C'est clair? Donc, un excès d'eau est souvent néfaste à la germination. C'est quoi néfaste? Est-ce que c'est favorable ou bien défavorable? Défavorable. Voilà. Donc, un excès d'eau est souvent défavorable à la germination. Et si j'écris néfaste, c'est-à-dire défavorable. C'est la raison pour laquelle les semences ne germent généralement pas quand elles sont complètement émergées. L'excès d'eau intervient indirectement en privant l'embryon d'oxygène. C'est quoi en privant? Retiré. Est-ce qu'il... Voilà. Privé, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire, est-ce qu'il va permettre l'oxygène de passer à l'embryon ou bien il va empêcher l'oxygène de passer à l'embryon? Répétez la question, madame. Donc, ici, j'ai dit en privant l'embryon d'oxygène. Veut dire, il va permettre ou bien il va empêcher. Empêché. Empêcher. Voilà. Donc, un excès d'eau, c'est-à-dire quand l'eau est présente à l'état très suffisant, c'est-à-dire insuffisant, plus que suffisant, on dit un excès. Un excès, d'eau est souvent néfaste à la germination. C'est la raison pour laquelle les semences ne germent généralement pas quand ils sont complètement immergés. Si les semences sont complètement immergées dans l'eau, peut-être on va avoir un petit peu la sortie de la radicule. Mais est-ce qu'il va y avoir une germination des semences? Non. Ils ne peuvent pas germer s'ils sont trempés complètement dans l'eau parce qu'il y a un excès d'eau. C'est quoi le problème? Pourquoi cet excès d'eau est néfaste à la germination? Parce qu'il va priver l'embryon d'oxygène. Il va empêcher l'oxygène de pénétrer à l'embryon. Si l'oxygène ne pénètre pas, est-ce qu'il va y avoir une activité respiratoire? Non. Non. Pas d'activité respiratoire, donc pas de production d'ATP nécessaire à la germination. Est-ce que c'est clair? Donc, les facteurs externes qui influencent la germination, nous avons l'eau liquide. À forte teneur en eau, les semences sont asphyxiées. C'est quoi asphyxier? يعني تخنقوا. L'asphyxie est l'irtilaq. D'accord? Donc, à forte teneur, quand l'eau est présente en excès, les semences sont asphyxiées par l'absence d'oxygène. Voilà. Sauf les plantes qui sont aqueuses ou semi-aqueuses. Donc, quelles sont les plantes terrestres?
les plantes aqueuses et les plantes semi-aqueuses. Les plantes aqueuses sont les plantes qui peuvent vivre dans de l'eau. Un lac, il y a des plantes qui vivent dans de l'eau. Alors ces plantes, ce problème ne se présente pas pour ces plantes. Et les plantes semi-aqueuses, par exemple, les plantes qui vivent au bord des rivières. Cette plante qui vivent au bord des rivières, c'est des plantes semi-aqueuses. Par exemple, le riz. Donc, il est le riz. Sur Internet, vous allez trouver que c'est une plante qui vit au bord des rivières. Donc, il est appelé une plante semi-aqueuse. Ils sont adaptés à des conditions asphyxiées. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un tissu qu'on appelle l'aéronchyme. Alors, ce tissu, il permet, c'est une forme d'adaptation des plantes aux inondations. C'est une forme d'adaptation des plantes aux inondations. Donc, à forte teneur en eau, les semences sont asphyxiées par l'absence d'oxygène. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Donc, les facteurs externes, nous avons l'eau liquide. Puis, alors, l'eau, je continue toujours avec l'eau. La quantité d'eau nécessaire varie selon la nature des tissus de réserve. Donc, il y a H2O et nous avons mis un signe moins. Ou H2O et nous avons mis un signe plus. C'est-à-dire une grande quantité d'eau et une faible quantité d'eau. Les graines oléagineuses qui ont des réserves lipidiques, est-ce qu'ils vont avoir besoin d'une grande quantité d'eau? Non. Non. Donc, ils ont besoin d'une petite quantité d'eau pour pouvoir germer. Pourquoi? Parce que... Pourquoi? Pourquoi? Qui peut expliquer pourquoi? Allez-y, expliquez pourquoi. Insoluble. Contraire des lipides. Pardon? Voilà. Parce que donc, les graines amylacées et les graines... Voilà. Hydrophobe. Est-ce que vous avez compris? Donc, l'absorption de l'eau varie en fonction de la nature des téguments, de l'enveloppe. Est-ce que le tégument est poreux? Est-ce qu'il contient des pores? La nature du sol et la température inférieure ou supérieure à 0 degré. Si la température est inférieure à 0 degré, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va se trouver sous l'état congelé. D'accord? Solide. Donc, il est plus disponible pour la plante. Si la température est supérieure à 0 degré, l'eau se trouve dans l'état liquide, donc il va être disponible pour la plante ou bien pour la graine, parce que là, qu'est-ce qu'on voit? L'absorption de l'eau varie en fonction de la température. Donc, est-ce qu'on va avoir une absorption de l'eau? Non, parce que l'eau va se trouver sous l'état congelé. Si elle est supérieure à 0 degré, alors l'eau va se trouver ici dans l'état liquide. Donc, on va avoir une absorption de l'eau. La nature du sol. La nature du sol, on trouve des sols qui vont absorber de l'eau et le garder, et des sols qui vont filtrer de l'eau. Par exemple, dans le sable. Si vous avez du sable, qu'est-ce qui va se passer si vous irriguez la plante? L'eau va pénétrer directement dans les couches inférieures. Cette nature de sol ne garde pas l'eau à côté des racines.
Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Donc, la nature des téguments, est-ce que le tégument est très opaque ou bien il est poreux? C'est clair? Donc, la nature des téguments facilite l'absorption de l'eau ou bien euh, il rend l'absorption de l'eau très difficile. Donc, ça, c'est pour le premier facteur, c'est le facteur, c'est alors l'eau. Alors, je passe directement au deuxième facteur. Alors, le deuxième facteur, c'est l'oxygène. La germination exige obligatoirement de l'oxygène, bien sûr, pour la phase de respiration. Ce dernier est nécessaire pour l'activité métabolique de la graine. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Alors ici, nous avons vu que l'activité respiratoire, c'est l'oxygène. Il est nécessaire, pourquoi? Pour produire les squelettes carbonés, c'est-à-dire l'activité métabolique. Alors, là, l'oxygène, il est nécessaire pour l'activité métabolique de la graine. Un milieu de germination des semis devait être faible, friable et bien aéré. D'accord? Exemple, dans des sols lourds, saturés, les graines germent mal. Saison de pluie. Pourquoi? Je viens d'expliquer. Saison de pluie. Qu'est-ce qu'on a? On a un excès d'eau. L'excès d'eau, qu'est-ce qu'on vient de voir? Il empêche, il prive l'embryon de l'oxygène. Donc, les graines, ils germent mal. D'accord? Pourquoi? On a le sol saturé. Saturé, donc, il est très rempli de l'eau. Cette eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Il va empêcher l'oxygène d'être disponible pour la graine. Si l'oxygène n'est plus là pour la graine, qu'est-ce qui va se passer? La graine va trouver des difficultés pour pouvoir germer. Donc, l'oxygène est très nécessaire pour les activités métaboliques de la graine. L'oxygène traverse plusieurs couches. Un tégument, si le tégument est riche en polyphénol oxydase, ce tégument, il va empêcher le passage d'oxygène. Il se trouve piégé. D'accord? Pour cela, on traite les semences par scarification. C'est quoi la scarification? C'est une destruction partielle des téguments. Alors, la scarification, il y a la définition d'IALA juste à côté. C'est une destruction partielle des téguments par griffure en utilise ou utilisation des tissus abrasifs. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cet état? Par exemple, si le tégument est très riche en polyphénol oxydable, qu'est-ce qui va se passer? Il va empêcher l'oxygène de pénétrer à l'intérieur, de la graine pour qu'il soit disponible pour l'embryon. Dans cet état, qu'est-ce qui va se passer? On n'aura pas une germination ou bien les graines germent mal. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un couteau et on va enlever juste une petite partie de l'embryon, du tégument. Si on enlève une petite partie de l'enveloppe, donc l'eau et l'oxygène peuvent passer très facilement à l'embryon, donc on aura une germination. Alors ça, c'est une solution dans le cas où le tégument s'oppose à la germination. Je s'oppose, opposé, l'opposé, c'est le contraire. Donc, s'oppose à la germination, c'est-à-dire il va empêcher la germination parce que c'est un tégument qui est riche en polyphénol oxydable. Est-ce que c'est clair? Madame? Oui, madame. Est-ce que vous prenez des notes? Qu'est-ce que c'est bon? Oui. Bon.
Alors, Oui, monsieur, mais- madame, tapez sur la D'accord. flèche. Madame? Vas-y. Les messages. Une minute, s'il vous plaît. Monsieur, madame, tapez sur la flèche qui est devant les trois tris. Hadi? C'est là. Et la flèche. Dans le PDF. Alors, dans le PDF, finalement, les trois trios, il y a la flèche. Là, la flèche. Pourquoi? Dans quel but? Alors, qui a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Madame? Oui. Lorsqu'on a un notion, est-ce que j'ai remis en mort la semaine? ما فهمت والو. Lorsqu'on a Lorsqu'on a un notion, شنو هي un chaud. l'eau est très chaude. Ah, mhm. Est-ce que j'ai remis la semaine sont morts? J'ai pas compris la question. Quand l'eau est très chaude, mais vas-y, je vais dire الماء très chaud. Mais Par exemple, on a prendre un chemin, c'est poser un eau chaude. Est-ce que j'ai remis au mort? tout d'abord, ça dépend de l'espèce, يعني quelle semence. طيب. Oui. شنو هي de l'eau chaude? C'est-à-dire quoi? واش تياد؟ زعما واش دافية؟ الماء يكون سخون، زعما الماء يكون سخون شويه. إذا كان الماء دافي تياد، بغيتي تقول de l'eau tiède دافي. Oui. Bien sûr, elle va germer. Ah. Bien sûr. Le sang est très faible. Bien sûr, elle va germer. Si vous déposez la semence dans de l'eau tiède, normale, et les températures 25 degrés, bien sûr, elle va germer. Merci, madame. Est-ce que vous avez des questions sur les différentes phases de germination et les deux facteurs que nous avons vus, et l'eau et l'oxygène? Non. Alors, j'ai une question. Pour les autres profs, les trois premiers modules, qu'est-ce qu'ils font pour expliquer il explique qui كان dire ou bien il essaie d'écrire par exemple في fichier Word ولا شي حاجة. Oui. Le cas ديال un exemple مثلا. Mhm. Ah. Mhm. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, si vous n'arrivez pas à comprendre شي حاجة كانت صعيبة, vous me demandez de faire une explication في الوورد. C'est clair? Ça fait? D'accord, madame. Oui, merci, Voilà. madame. Alors, euh, les facteurs externes. Alors, nous avons vu la lumière, nous avons vu
l'eau et l'oxygène. Maintenant, on va voir la température. La température est certainement le facteur le plus important dans la germination. Alors, le plus important, toutes les phases de croissance et de développement des plantes, c'est la température et la lumière. C'est clair? Donc, la température, c'est un facteur externe très important pour la germination. La température joue un grand rôle dans la germination en agissant sur les activités enzymatiques. Est-ce que vous avez vu des enzymes في البيوشيمie structurelle ou là? Pas encore. درتو Pas encore. ما قريتوش l'enzyme. Pas encore, madame. Est-ce que vous avez vu قالت لك la biochimie métabolique? كديروا تقراو la biochimie métabolique بديتوها cette semaine ou non? Oui, madame. Mais Alors, toujours فاش كنقولوا une enzyme لابد عقلوا عليها هذه pour toujours لابد كنقولوا la température d'activation. Une enzyme باش تخدم pour qu'elle puisse dégrader l'amidon, des estérases pour qu'elle puisse dégrader les triglycérides. Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'une température favorable. Une température favorable ne veut pas dire 25 degrés ou la 30 ou là. Veut dire un intervalle. Ils peuvent supporter مثلا من 20 degrés jusqu'à 30 degrés. C'est favorable. D'accord? Donc, toujours une enzyme. Ça dépend. Hein, bon, Ça dépend H. ça dépend à la plante. À la plante. Non, chaque intervalle, ça dépend à la plante. Non, Bien on sûr. a sur l'intervalle. Bien sûr. Chaque espèce, on va le voir par la suite. Chaque espèce de plante a besoin d'une température précise. Mais chez nous, les plantes ont la même température. C'était ça votre question? Est-ce Oui, que madame, c'était ça- ça votre question? Voilà. Donc, on va la voir par la suite. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, la température joue un grand rôle dans la germination en agissant sur les activités enzymatiques, bien sûr. Chaque enzyme dans la plante a besoin d'une température pour qu'elle puisse être active et faire sa fonction. D'accord? La perméabilité des membranes, bien sûr. L'entrée d'oxygène à travers les enveloppes des semences en réglant l'apport d'oxygène à l'embryon. On vient de le voir. D'accord? Donc, j'enchaîne. Exemple. Les principaux facteurs extérieurs, on a l'exemple de la température. Alors, la température optimale correspond à celle qui permet d'obtenir rapidement le plus fort pourcentage de germination. Alors, je vais expliquer la diapositive. Alors, Dima, toujours, comme vous avez un graphe devant vous, la première des choses, il est dit comme interpréter le graphe. Avant d'interpréter le graphe, il faut toujours lire le graphe. Donc, vous avez un graphe devant vous, vous devez le lire. قبل ما تديروا l'interprétation. ماشي تشوفوا le graphe وتقلبوا على الجواب. Donc, vous devez voir le graphe et essayer de le lire. Comment vous allez lire le graphe? Les jantes de l'axe des abscisses, شنو هو l'axe des abscisses هو هذا. هو l'axe تاع les X. Et les jantes de l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, c'est l'axe des Y. Donc, et vous devez lire Y en fonction de X. Donc, alors vous avez la capacité de germination en pourcentage en fonction du temps. D'accord?
Et si vous avez des légendes, vous devez les lire. Et vous devez lire le titre. شنو هو le titre هنا؟ Influence de la température sur la capacité de germination des semences de quelques espèces. Alors, ها هو هنايا, c'est les graines de pommier. تفاح. 2, c'est les semences d'orge. شنو هو l'orge؟ هو شعير. هي 2. هذا. 3, c'est des graines d'une autre espèce. D'accord? Alors, vous avez 3 espèces, 1, 2 et 3, et vous avez le pourcentage de germination en fonction du temps. Alors, maintenant, nous avons déposé 30 graines de pommier, 30 graines d'orge et 30 graines de cette espèce. Nous avons vu calculer, maintenant, 30 graines, 100, parce que là, un pourcentage. Pour faciliter l'explication, on va dire 100. 100 graines de pommier, 100 graines d'orge et 100 graines de cette 3e espèce. D'accord? Tout nous avons imbibé avec de l'eau. Alors, le seul facteur qui varie. C'est quoi le seul facteur qui varie? La température. La température. La température. Alors, et nous avons une variation de la température. Puis nous avons calculé le pourcentage de germination pour chaque température. Alors, je vais essayer d'ouvrir un fichier Word et d'expliquer davantage le fichier Word. Ou là, le Paint mieux. Est-ce que vous arrivez à voir le Paint? Oui, oui. Oui. Voilà. Ah oui. Alors, Racine has le pince parce que je dois dessiner. Alors, Racine dire هنايا مثلا 4. D'accord? وهنا غادي ندير هنايا 4 degrés. هنايا 10 degrés حتى هي. هنا 15 وهنايا 20. صافي. هنا vous avez pommier غادي ندير ليها بي. هنايا vous avez l'orge غادي ندير ليها او. وهنايا vous avez l'autre espèce غندير ليها 3, c'est-à-dire la 3e espèce. 3e. D'accord? Donc هنا غادي نديرو Hein? Oh non, impossible. Oui, c'est pas grave. Donc, هنا هكا. Alors, pour le pommier, alors, هنا pour le pommier, nous avons déposé le pommier, nous avons déposé 100 graines 4 degrés, 100 graines, toujours 100. حطينا 100 هنا. وحتى هنايا nous avons déposé 100 graines. كلهم, toutes les températures, nous avons déposé 100 graines. Et même pour l'orge, درنا 100 graines pour toutes les
température. C'est clair? Alors, après, qu'est-ce que nous avons calculé? Hadi, c'est l'expérience, mais c'est le résultat. Alors, ce que vous avez ici sur le Paint, vous avez l'expérience, mais c'est le résultat. Si vous notez sur vos cahiers, vous mettez expérience. Donc, l'expérience, d'accord? Donc, je reviens sur le graphe. Alors, le graphe, راه 45. D'accord? هنايا مشينا حتى 45. Vous imaginez le tableau, مشينا حتى 45. Après, maintenant, nous avons déposé le pommier, les graines de pommier. Nous avons déposé 100 graines à 4 degrés, 100 graines à 10 degrés, 100 graines le 15, 100 graines le 20 ou 100 graines حتى 45. D'accord? De même pour l'orge, de même pour cette troisième espèce. Alors, nous les avons déposés. Après le temps de germination, 2 ou 3 jours, d'accord? Nous sommes venus pour calculer le pourcentage des graines qui ont germé. Alors, un pourcentage de 100. Donc, si 30 graines qui ont germé, c'est-à-dire que nous avons un pourcentage de germination de 30%. Alors, supposons le résultat. D'abord, le résultat. Je vais expliquer pour le pommier. C'est clair? Alors, pour le pommier, si vous avez, par exemple, 100 graines, il y a 5. D'accord? 10 degrés, nous avons 15 مثلا. 15 degrés, c'est un pourcentage. Le nombre de degrés ou le pourcentage qui est comme 100 total. 15 degrés, vous avez 100. Fait 20 degrés, vous avez 75. Alors, vous répondez selon cette définition. La température optimale correspond à celle qui permet d'obtenir rapidement le plus fort pourcentage de germination. Quelle est la température optimale de germination? 15, La température. 15 degrés. 15 degrés, voilà. 20 degrés, est-ce que c'est favorable ou bien défavorable? Favorable. Favorable. Très bien. Alors, il faut faire la différence entre la température optimale et la température favorable. Alors, la température favorable, par exemple, 15, 16, 17, 18, c'est une 19, 20, c'est des températures qui sont favorables à la germination des graines de pommier, selon l'expérience. D'accord? Par contre, pour la température 10 et 4, c'est des températures défavorables. 15, c'est la température favorable. C'est clair? Et c'est quoi Est-ce que c'est clair? l'optimal? Oui. L'optimal, il y a 15 degrés. Parce que là, nous avons fixé le temps. Maintenant, après 2 jours, j'ai le calcul pour toutes les températures. ما خليناش مثلا 15 degrés 3 jours ou 20 degrés خليناها غير 2 jours. لا. هذا الشيء أنا نقول لكم. Après 2 jours. Ça fait? فهمتوا؟
هادي après 2 jours هاني دورت عليها يعني nous avons fixé le temps شنو هو le seul variable c'est la température d'accord donc après 2 jours j'ai là درنا un calcul après 2 jours 15 degrés déjà عطاتنا 100% donc c'est quoi la définition c'est la température optimale correspond à celle qui permet d'obtenir rapidement le plus fort pourcentage de germination. Rapidement, le plus fort pourcentage de germination, c'est pour quelle température? 100 degrés. Et c'est pour 15 degrés. C'est clair? Si par exemple, un jour, d'accord? Je vais ajouter une journée. مثلا après 3 jours. Après 3 jours, nous avons trouvé pour 20 degrés 100% de germination. D'accord? Donc, là. Après 3 jours, nous avons trouvé pour 20 degrés 100% de germination. Est-ce que 20 degrés est la température optimale? Non. Non. Donc, la température, c'est un facteur qui est pas très rapidement. important. Voilà, très bien. Donc, la température, c'est un facteur qui est très important pour la germination des graines. Cette température, elle dépend de l'espèce, bien sûr. Chaque espèce a sa température optimale de croissance. Alors ici, nous avons une température optimale de croissance pour le pommier. Un exemple. La notion. Donc, c'est pas vrai pour le pommier. Donc, dans cet exemple, nous avons 15 degrés, c'est la température optimale parce qu'il nous a donné 100%, le plus fort pourcentage, il y a 100% de germination. Ou 95% pendant 2 jours. C'est clair? 20 degrés, c'est une température qui est favorable pour la germination des graines. Mais est-ce que c'est la température optimale? Non. L'optimum, le meilleur. Donc, je reviens sur la diapositive. Donc, ici, les températures optimales de germination des graines de pommier, ils varient entre 2 les températures optimales de germination. Alors 2 et 12 degrés. Donc, le pommier, c'est le graphe correspondant au numéro 1. Nous avons 100% de germination, même 2 degrés jusqu'à 12 degrés. Nous avons 100% de germination. Donc, la température optimale pour le pommier, il varie de 2 à 12 degrés. Si je vous dis par exemple 20 degrés pour le pommier, il correspond à quel pourcentage? Yallah. 75. Je peux donner le pourcentage de germination. Très bien. 75 degrés. Est-ce que c'est une température qui est favorable pour la germination des graines de pommier? Oui, favorable. Oui. Favorable. Voilà. Mais ce n'est pas la température optimale. Alors, j'enchaîne avec les 2 autres espèces qui restent. Je passe à l'orge. L'orge, la température optimale, c'est de 2 à 22 degrés. C'est la température optimale pour sa croissance. Si je vous dis par exemple 30 degrés, 30 degrés pour l'orge, il correspond à 60%. 60%, donc c'est une température qui est favorable à la germination des graines d'orge, mais ce n'est pas la température optimale. Et pour la 3e espèce, alors la température optimale, c'est entre 34 et 42. Alors 34 et 42, elle donne le meilleur pourcentage de germination, c'est 100% de germination des graines. Mais par exemple, si on passe à 75 et même à 50, à la température de 30 et de 45 degrés, ou bien 40 degrés, ils vont là.
45 degrés, ils vont nous donner un pourcentage de 55 à 60%, ce qui veut dire que c'est des températures qui sont favorables à la germination, mais ce n'est pas la température optimale. Est-ce que c'est clair? Alors, cette température optimale est très difficile pour une espèce de donner et de préciser la température maximale de germination. Il varie en fonction de la variété. C'est ce qu'on vient de voir. Alors, là, nous avons vu la variété, l'espèce. Mais de même pour la variété. Alors, au sein d'une espèce, au sein de la même espèce, on trouve plusieurs variétés. D'accord? Par exemple, pour le palmier dattier, vous avez des variétés, le boufoucous, le khalt et tout ça. Ça, c'est des variétés qui se trouvent à l'intérieur de la même espèce. Donc, la température optimale de germination, par exemple, des graines, dial, le mjhoul, mais il y a la température optimale pour la germination des graines, dial boufoucous. Est-ce que c'est clair? Donc, il varie en fonction de l'espèce, de la variété, le lieu d'origine. Oui, bien sûr, le lieu d'origine. Pourquoi? Parce que, voilà, le climat. Une plante méditerranéenne, par exemple l'olivier, il vit dans un climat méditerranéen. Sa température de germination des graines d'olivier, est-ce qu'elle va être la même que la température de germination des graines des plantes qui vivent, par exemple, dans le pôle Nord? Non. Parce que le lieu d'origine de la plante, c'est un facteur qui est très important qui va déterminer sa température optimale de germination des graines de cette espèce. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Alors, oui. les conditions de Oui. développement, Oui. les conditions de développement de la plante mère. La plante mère, c'est-à-dire la plante les graines. La plante, les plantes fait la fécondation, on a toutes les graines. Alors, les conditions de germination de la plante mère, alors, il agissent sur la température optimale de germination de la graine issue de cette plante mère. L'état de maturité et l'âge des semences. Les semences, que nous avons vues cette année, que nous avons eues cette année, mais chez les semences que nous avons eues l'année dernière, le blé que vous avez pendant une année, mais chez le blé, la même année, la récolte. Donc ici, les facteurs qui vont agir sur la température optimale, en général, c'est très proche pour la même espèce et voire la même variété. Est-ce que c'est clair? Madame, Oui. j'ai une question, s'il vous plaît. Pour la culture du blé, par exemple, de cette année et le blé de l'année dernière, بالنسبة للرندمون واش كيكون بحال ولا كيكون ولا ماشي Là, le بحال؟ rendement, le rendement, ça diffère les conditions climatiques. على حسب les conditions. ايش هو الروندمون؟ الروندمون هو المحصول. ياك سي سا. Oui. المحصول شحال من طن. Vous avez récolté. Là, le rendement, il est lié, très lié, strictement lié aux conditions climatiques. Ok. Merci. واش طاحت الشتاء ولا ما طاحتش الشتاء، لا température بزاف. il dépend pas ديال لو بلي مثلا واش ديال هذا العام ولا ديال العام اللي فات ماشي ne dépend pas de ça, non? Il dépend de ça ولكن très faible. هاد لو بلي واش ديال هذا العام ولا ديال العام اللي فات، هذا il va agir uniquement sur le pourcentage. مثلا الا درتي واحد البلي اللي مزيان يقد يكون تاع العام اللي فات، تاع 3 سنين هذه حسب من ديال هي العام اللي فات. فهمتي؟ اوكي ميرسي. فهمتي كيفاش؟ يعني الا كان قديم ما في با دير بانه ما غاديش غادي يعطيك محصول قليل. il va donner un rendement qui est faible. D'accord? ولكن dans tous les cas هاد لو فاكتور تاع لاج تاع لا سيمونس pour le rendement ماشي pour la germination. تهضر لي على le rendement. Alors pour le rendement il va agir ولكن il va agir بواحد البورسونتاج قليل. مثلا الا كان مزيان غادي يعطيك بورسونتاج تاع 90% de récolte. كان قليل غادي يعطيك 80% ولا 85. يعني غادي تكون لا ديفيرونس ديال 5% ولا 10%. ولكن les conditions climatiques ils vont agir carrément sur
le rendement. يعني غادي تعطيك 10% ولا 90%. يعني غادي تكون une différence ديال 80%. Est-ce que c'est clair? Ah oui, merci, madame. Les conditions climatiques, c'est très très important pour la germination. C'est plus important على واش لي غرين تاع العام اللي فات ولا العام اللي قبل منه. يقد يكونوا كاع عندي قدام احسن من هذوك الجداد. فهمتي؟ Merci. Alors, les facteurs externes, voir le chapitre 2 sur le phytochrome. Les facteurs externes, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit la lumière. La lumière, il va agir sur la germination des graines. Et nous avons vu hier, la séance dernière, la photosensibilité des graines. D'accord? Donc, la lumière, je vous donne l'exemple, la séance اللي فاتت. Alors, les facteurs internes, nous avons la dormance. Alors, c'est déjà 16 heures. Vous avez un cours? Vous avez un cours de 16 heures à 18 heures? Non, madame. Non. Non. Donc, je vais expliquer la dormance. Alors, la dormance, c'est une inaptitude à la germination. Inaptitude à la germination, même si les conditions sont favorables. C'est à rectifier. Je vais mettre la définition de la dormance. C'est très important. La définition ma kamelash. Donc, j'explique. C'est la dormance. Est égale inaptitude à la germination, même si les conditions sont favorables. Il y a la définition de la dormance. Est-ce que c'est clair? Vous arrivez à voir? Oui. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire, si on prend une graine et on va les déposer dans des conditions favorables, de lumière, de température, d'oxygène et d'eau. Une graine, une graine qu'on va déposer. Alors, déposer dans des conditions externe favorable. Achama des conditions externes favorables. Insertion. Allez-y. Lumière. Température. Oxygène. L'eau et l'oxygène. Et eau. D'accord? On la dépose dans des conditions favorables. Et pourtant, اش كيعطينا؟ Pas de germination. فهمتوا؟
Pourquoi, madame? هذا هي la dormance. هذا la définition de la dormance. Je vais on va voir par la suite. فهمتوا؟ Alors, si on une graine déposée, d'accord? Si on prend une graine ou qu'on dit les conditions favorables de germination, de lumière, température, oxygène et eau. Et pourtant, on n'a pas de germination. Ça, c'est ce qu'on appelle la dormance. Est-ce que c'est clair? Donc, Oui. la germination d'une semence exige la réunion de conditions externes favorables. Cependant, mais beaucoup de semences sont incapables de germer lorsqu'elles sont placées dans de telles conditions. Hedchi, vous allez le voir. Parce que vous allez prendre du pois chiche et que vous allez déposer dans de l'eau. Est-ce que toutes les graines de pois chiche se gonflent et commencent à germer ou non? Non, pas tout. يلا جاوبوا. Non. لا البنات يجاوبوا، البنات اللي كيغلوا يرقدوا الحمص. Non. Répétez la question. de pois chiche ولا ديال لاغيكو فاش كترقدوا اللوبيا. Et vous les déposez dans de l'eau pendant toute la nuit et se gonflent ou il y a des graines qui restent dans l'état initial. À l'état initial. Très bien. Il y a des graines qui restent dans l'état initial. Donc ces graines, c'est des graines dormantes. Ouais, c'est clair? Oui. Fahmtou? Oui. Oui. Donc, ces inaptitudes D'accord. favorable du milieu, donc il va germer. Donc la semence, on dit ralenti. C'est clair? La semence, il y a la semence quand on prend la semence et on la dépose dans les conditions
stérilisent. Il peut être conservé pendant 6 mois. D'accord? Alors, quand tu fais la durée de conservation du lait, le lait en poudre, lyophilisé nido, quand tu fais sa durée de conservation, qu'est-ce 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau. L'eau n'est plus là, le lait, ni d'eau. Il est conservé pendant 2 ans et voire 3 ans. Parce que s'il est fortement déshydraté sous forme de poudre, donc ce lait, l'activité métabolique fait est nulle. Donc, puisque l'activité métabolique est nulle, donc le lait ne va pas se transformer, il est conservé. De même pour la graine. La graine, puisqu'il est très sèche, donc là, elle est conservée parce que elle est très sèche. L'eau, c'est un catalyseur des réactions enzymatiques. Puisque l'eau n'est plus là, donc la graine ne peut pas germer. Une fois on dépose la graine dans des conditions favorables et en présence de l'eau, alors l'eau, il va activer les enzymes, que ce soit l'alpha-amylase ou bien des estérases, ça dépend de la nature des réserves. S'ils sont amylasés ou bien s'ils sont de nature protéique ou bien de nature lipidique ou bien de nature glucidique. Donc, une fois l'enzyme est activé, il va dégrader les réserves. Cette enzyme va dégrader les réserves. Les réserves, ils vont servir comme source d'énergie pour la germination de l'embryon. Donc, la graine n'est plus en vie ralentie. Donc, et qu'est-ce qui a rendu la graine n'est plus en vie ralentie? C'est la présence de l'eau. Est-ce que c'est clair? Oui. Ou après tu poses la question. Ouais. Alors, donc la graine là, elle est en état de vie ralentie. Une fois on dépose la graine dans des conditions favorables pour sa germination et en présence de l'eau, normalement, il doit germer. Si elle germe, c'est bon. Si elle ne germe pas, donc la graine, elle est en état de dormance. Donc, ne pas confondre dormance et vie ralentie. Allez-y. Et qui veut poser des questions? Madame, Oui. واش الماء هو اللي كيأكتيفي لنا داك الفا اميلاز ولا لو غرين؟ Eh ben, فهمتش la graine, il va activer l'alpha-amylase. La graine, elle n'active pas l'alpha-amylase. Bon. L'eau, il va activer l'eau. Il va Gibberellin. activer les gibberellines, une hormone dans la plante. Une fois cette hormone est activée, qu'est-ce qu'elle va faire? Active la alpha-amylase. Activer la production de alpha. Activer, voilà, elle va activer l'alpha-amylase, la production de l'enzyme alpha-amylase. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Alors, si vous avez des questions, c'est pour la séance prochaine. Vous pouvez les noter. Inch'Allah, la séance prochaine, on va discuter tout ça. D'accord? D'accord, merci madame. D'accord, merci madame. Merci. Allah, à la prochaine. De rien. À la prochaine.